Bien, bonjour à tous, on s'excuse pour ce problème technique. Nous allons passer à la deuxième thématique, qui est le développement de la téléconsultation en psychiatrie. Le docteur Yannick Sellier, médecin-chef de service sur le CHSM Clermont-Ferrand, va nous présenter le développement de la téléconsultation en psychiatrie. Alors hier, le professeur Terra nous a parlé du contact par la voix avec le téléphone. Aujourd'hui, le docteur Sellier va associer la voix à l'image avec sa présentation. Docteur Sellier, c'est à vous. Merci. Donc je commence. C'est bon, ma chère? Est-ce que je parle avec ça ou avec ça? Ouais. Vous m'entendez? Jusqu'au fond? Voilà. Donc merci de m'avoir présenté. Donc moi je me représente rapidement. Donc je suis Yannick Sellier, donc je suis médecin psychiatre à l'association hospitalière. J'ai la chance de travailler dans cette belle association en tant que médecin depuis 2012. Et mon premier stage d'interne à l'hôpital Sainte-Marie de Clermont-Ferrand, c'était en 2008. Voilà. Donc aujourd'hui, on m'a demandé de vous faire une présentation sur la téléconsultation. Mais avant de faire cette présentation, je vais déjà remercier les gens qui m'ont invité. Je vais déjà remercier nos dirigeants d'avoir pu organiser ce colloque. C'était compliqué avec cette crise sanitaire. Je voulais remercier aussi les gens du membre du conseil d'administration. Les gens aussi, on va dire, qui ont organisé ce colloque, les membres du comité de l'organisation. Et puis ça, c'est une petite aparté aussi. Là, je voulais remercier, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, toutes les équipes dont je m'occupe à l'hôpital Sainte-Marie et que je félicite. Voilà. Donc ça, c'était la petite introduction. Donc, pourquoi on va parler aujourd'hui de téléconsultation? Ça marche. Alors, j'ai écrit des petites choses, mais l'important, c'est l'oralité. Le contexte, vous savez bien, c'est que depuis les années 2000, ça marche ou ça marche plus? Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Depuis les années 2000, vous avez vu, il y a la révolution numérique. Ça s'appelle le retour du refoulé. Mais c'est vrai. Alors, je vais peut-être prendre plutôt un micro comme ça. Je préfère. Andrea, elle est où? Andrea, venez voir. Donc, depuis les années 2000, vous avez vu, il y a ce qu'on appelle la révolution numérique. Et en fait, quand je faisais cette présentation, je me disais, il y a eu aussi les téléphones portables, on n'en avait pas avant. Et moi, je me souviens, quand j'étais étudiant en médecine, ma maman, elle m'avait acheté un téléphone portable. Elle voulait avoir de mes nouvelles. Je pense que ça a été, vous voyez, le début des années 2000, 2001, on a eu nos téléphones portables. D'accord? Il y a eu le développement, il y a eu Internet qui s'est accéléré. Et puis, le premier iPhone, d'ailleurs, vous vous souvenez, c'est 2007, je crois. Là, ça commence. Et donc, il y a ce nouvel outil qui apparaît. Donc, il y a ce contexte-là. Il y a aussi maintenant ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et ça, c'est en train de tout transformer. Et peut-être que ça va venir transformer notre manière de pratiquer, nos organisations. Maintenant, il y a ce nouveau concept, j'allais dire ce nouveau signifiant, la e-santé. D'accord? On est là-dedans en ce moment. L'intelligence artificielle. Et puis hop, fin 2019, parce qu'au début, vous savez, on nous disait 2020. Fin 2019, en fait, nous avons des premiers malades du Covid. Ah! Ça, c'est embêtant. Et en fait, malheureusement, vous avez vu, le Covid, moi, le premier, on se disait, ça va aller, c'est une grippette, quoi. Bon, on s'est aperçu que c'était pas non plus Ebola, mais c'est quand même grave. Donc, c'est devenu une pandémie. Et alors, on a eu des décisions politiques. Et la décision politique, je m'en souviens, au mois de mars, vous vous en souvenez tous, ça nous a mis un gros coup de bambou. On nous a dit, restez chez vous. Ça s'appelait le confinement. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on confine les gens? Nous, en tant que soignants, on n'a pas pu soigner. On n'a pas pu soigner. Et les conséquences, on les a mesurées tout de suite, ça a été désastreuse. Les conséquences ont été désastreuses sur notre psyché. Qu'on soit malade, pas malade.
Donc ça a été dur. Et ça, je voulais en parler un peu. Et ça aussi, je suis content qu'il y ait le professeur Chazal, parce que je me souviens très bien qu'en première année, non seulement il nous parlait d'anatomie, mais je me souviens très bien, il nous parlait d'anthropologie. Et je me souviens très bien de vos cours d'ostéologie du crâne, où vous nous parliez un petit peu du développement de notre espèce. Là, c'était l'anthropologie, on parlait d'anatomie, mais là, il y a vraiment une accélération d'un basculement anthropologique. Notre mode de vie, il est en train de changer. Je ne sais pas où on va, mais c'est en train de changer. Ouais, vous avez vu, il y a des gens, ils changent de métier du jour au lendemain. C'est quand même énorme ce qui se passe en ce moment. Notre mode de vie, notre mode de rapport à l'autre, avec un grand A. Comment s'adresser à l'autre? Tout ça, c'est en train de changer. Donc on vit une période de crise, mais peut-être aussi une période de progrès finalement. Il faut avoir espoir dans l'humanité. Alors là, je suis désolé. Je voulais introduire ça. La téléconsultation par quelque chose de très factuel pour qu'on sourie ensemble un peu. Ça, je suis tombé avant-hier, quand j'ai fait le truc, sur la définition de l'assurance maladie. Qu'est-ce que c'est qu'une téléconsultation? Et alors j'ai mis en gras cette deuxième phrase. Qu'est-ce que vous en pensez? Le médecin tatati tatata doit se citer à proximité de votre domicile. Ça vous choque pas? Moi, ça m'a interrogé. Je vous dis ça parce que je vais vous parler un peu de notre expérience, et aussi de mon expérience parce que j'en ai fait quelques-unes. Je trouve qu'ils exagèrent un peu, parce que si mon patient il est à 200 mètres, je ne vois pas l'intérêt. Non, c'est pour vous dire que des fois, il y a la parole pleine et la parole creuse. Moi, c'est une parole creuse, l'assurance maladie. Pourquoi ils ont écrit ça? Moi, je ne sais pas. Et quand même, vous voyez, c'est des recommandations qui ont été faites après, forcément. Les téléconsultations doivent être réalisées selon l'assurance maladie, en alternance avec des consultations en présentiel. Là, je suis peut-être un peu plus d'accord. Mais c'était important. Et je suis tombé là-dessus, je vous dis, sur Internet. Ça apparaît en premier. Pareil, je continue, vous savez, avec les recommandations, informations. Alors, l'HAS, ils ont fait des recommandations précises sur l'utilisation du télésoin. Et là, maintenant, ils ont fait une nouvelle fiche en mai 2021. Vous avez vu, c'est tout récent. Pourquoi une consultation à distance? Déjà, c'est quand même une bonne idée pour continuer à être soigné. Vous voyez? Et c'est le professionnel de santé qui évalue si la téléconsultation elle est adaptée à vous ou pas. Donc ça, c'est quand même bien. Après, maintenant, je passe vite, d'accord? Le temps passe, je ne vais pas vous assommer de choses comme ça, mais sachez que ça existe. Et ça a été édité il y a récemment. Voilà. Vous voyez, il donne plein de conseils pendant votre rendez-vous, placez-vous face à la caméra. Mais ça, même, je vais vous en parler pour de vrai. Ça, c'est ce qu'ils ont écrit, et je vais vous parler de ce qui s'est passé. Voilà. Alors, l'expérience associative, je pense qu'on a été bon, en fait, finalement, parce que la prise de décision, notamment au niveau de la DSI, elle a été rapide. On est confiné en mars, et vous allez voir un graphique qui m'a été fourni par les services de M. Chatagnon. En fait, on a téléconsulté très rapidement. Et à Clermont-Ferrand, et vous m'aiderez, je ne sais plus l'hôpital qui l'utilise aussi, on a utilisé un outil qui existait déjà, c'est Montcisra. Donc c'est un outil, je crois, qui a été développé par l'ARS, Aura. C'est ça? Vous m'arrêtez, c'est... Voilà. Alors pourquoi on a mis ça en place rapidement? Nous, on voulait garder le lien et surtout de continuer de soigner. Et puis ça nous a permis aussi une chose, dans le cadre de notre projet d'entreprise, d'accélérer le virage numérique de notre association. Alors vous voyez, ça c'est quelques chiffres. On n'est pas là pour les analyser. C'est juste pour vous montrer une chose. Tout de suite, vous voyez, on l'a utilisé, cet outil. On s'en est, comme on dit, emparé. Donc après, vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir les dates, mais on a déjà le mois d'avril. C'est vachement bien. Je crois qu'on est confiné au mois de mars, Tariq, c'est ça? Ouais. Donc après, vous voyez, ça varie suivant les périodes. On n'est pas là pour faire d'analyse, mais vous voyez, c'est un outil qu'on utilise maintenant dans nos hôpitaux. Alors en pratique, je voulais vous en parler un petit peu parce que vous m'avez invité pour ça. Moi, j'ai trouvé ça au début très bien parce que ça nous a permis en fait de garder le lien avec pas mal de nos patients qui étaient contents. Voilà. Alors,
Moi, je l'ai utilisé à chaque fois avec des patients que je connaissais. Voilà. J'ai jamais fait de première consultation, mais si vous voulez, après, on en discutera. Ça les a rassurés. Les gens étaient contents de voir notre visage et d'écouter notre parole, d'écouter notre voix. Puis ça nous a permis aussi une chose, les gens qu'on connaissait pas trop mal, on a pu continuer à prescrire des médicaments. Et les ordonnances, vous savez, on les envoyait très simplement, non pas de manière numérique, pour l'instant ça n'existe pas en France, on ne peut pas faire ça, peut-être qu'un jour ça viendra, on les envoyait par la poste via nos excellents secrétariats. Donc heureusement qu'on a eu tout ça. Alors quand même, je voulais vous parler d'une expérience un peu qui m'a un petit peu interloqué. Alors je ne vous citerai pas qui, donc je fais exprès, ça m'est peut-être arrivé à moi, c'est peut-être arrivé à un de mes confrères, je ne vous dirai pas qui. La personne me raconte, donc elle fait une téléconsultation. Et puis vous savez, à l'époque, on n'avait pas eu les recommandations. Donc il fallait se baser sur quoi? Et je vous en parlerai après, sur notre éthique. Alors voilà ce qui est arrivé à cette personne-là, c'était un médecin. Le médecin reçoit, je ne sais pas comment on peut dire ça, fait la téléconsultation avec une patiente. Tout se passe très bien au début. La patiente, en fait, elle fait la téléconsultation avec son téléphone. Elle est chez elle, dans sa maison. Et vous savez ce qui se passe à la fin de la consultation? À la fin, il y a son compagnon qui arrive. Ah oui, il faut parler de pratique aujourd'hui. Il y a son compagnon qui arrive. Donc la personne, c'est-à-dire le médecin, est un peu désemparé. Et il se trouve qu'en plus, le compagnon connaissait le médecin. Et lui dit bonjour. C'est bien le silence. C'est pour qu'on réfléchisse ensemble à ce qui se passe. Vous voyez, quand on a des nouveaux outils, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Je ne vous raconterai pas ce qui s'est passé après. Je vous laisse y réfléchir. Voilà à quoi ça peut mener si, d'emblée, on ne fixe pas des bords, une limite à ce genre d'outils. Voilà. Eh bien, c'est aux professionnels, aux médecins, mais pas seulement qu'aux médecins. Là, le télésoin, il peut s'appliquer à l'ensemble, je pense, de la communauté soignante. D'accord? Eh bien, on parle beaucoup, on va parler des droits des patients. Alors, le droit des patients, c'est bien, mais alors, vous savez ce qu'il y a des fois en filigrane, c'est qu'on dit qu'il y a une symétrie. Non! Il y a toujours une asymétrie. C'est quand même, là, je pense aux médecins de fixer les bords de cette consultation. Cette dame-là qui a fait venir son compagnon, elle n'est pas responsable, finalement. Le compagnon, d'ailleurs, s'est invité à la téléconsultation. Donc, il y aura toujours une asymétrie. Ça ne veut pas dire une domination. Il y a quand même une asymétrie, soignant-soigné. Donc voilà je voulais vous en parler aujourd'hui. Donc les bénéfices, je dis bien, on a pu continuer à discuter avec les patients. Mon expérience, c'est que je n'ai pas fait de psychothérapie en tant que telle avec les patients. J'ai fait du soutien, si, on peut dire on a fait de la psychothérapie de soutien. Mais de la vraie psychothérapie, pour l'instant, on n'en a pas fait. Ça va peut-être venir. Ça nous a permis surtout, dans cette période traumatique, comme disait un médecin des années 70, il utilisait certains signifiants traumatiques, oui, ça nous a permis de garder le contact, de continuer à prescrire, et ça, intérêt économique, peut-être. En tout cas, nous, à Clermont-Ferrand, dans les autres hôpitaux, nous avons coté cette activité. Alors, on l'a exporté aux ARS. J'espère que ça va être reconnu et financé. Parce que vous savez bien, c'est le nerf de la guerre. Alors, les limites. Alors, vous voyez, ça c'est très personnel, ça n'engage que moi. Donc, on peut en débattre, hein, c'est écrit nulle part. Moi, je dis, il n'y a pas de transfert là-dedans. Pour les gens qui connaissent ce signifiant-là, il n'y a pas de transfert. Pourquoi? Dans ce genre de téléconsultation, parce qu'il n'y a pas de corps. Et je pense qu'aujourd'hui, si à un moment il y a eu silence aujourd'hui, c'est parce que mon corps est là, en plus de mon langage. J'aurais fait une téléconférence, il n'y aurait peut-être pas eu ce silence tout de suite. Et je vais plomber tout de suite les choses en vous disant pas de corps. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé pendant la crise, là? Les corps qu'on n'a pas vus, les familles qui n'ont pas vu de corps.
c'est bien quelque chose d'une expérience subjective quand même. Il faut qu'il y ait un corps à côté, quoi, quand on soigne. Donc quand on soigne, je pense, un être humain en psychiatrie, pour l'instant, je dis bien un être humain, je ne parle pas de l'homme augmenté, ça va peut-être arriver, par le lien, l'alliance, moi je dis le transfert, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a des émotions. Il y a des émotions. Lui, je l'aime bien. Hein. Ah, lui, le docteur, je ne peux pas le sentir. D'ailleurs, je ne vais plus le voir. Hein? Voilà. Donc, la limite, c'est que c'est quand même pas mal de les voir pour de vrai, les gens, parce qu'on regarde en qualité de parole, c'est pour ça que je vous parlais de parole pleine et pas de parole creuse. L'énoncé, l'énonciation, il faut qu'elle soit physiquement présente à la personne. Hein? Et puis une chose, par contre, là, au-delà de mon expérience, là, c'est plus factuel. Il y a ce qu'on appelle, vous savez, nos hommes politiques. Là-dessus, je les rejoins. Ils parlent de fracture numérique. Et j'ai appris des choses, du coup. Alors, de premier et de second degré. Il y a des degrés. Alors, le premier degré, ça je connaissais, c'est les inégalités d'accès. En France, il y a des zones blanches. Avant, chez ma grand-mère, ça ne marchait pas, ça ne marche toujours pas. Dans la Nièvre, premier désert médical de France. Ça ne marche pas Internet. Et oui. Quand on a fait des téléconsultations à Clermont, on s'est aperçu qu'avec certains patients, on ne pouvait pas le faire. C'est pas à cause de l'outil, hein. C'est parce que dans les Combrailles, ça ne marchait pas Internet. Et surtout, parce qu'on va se dire que ça, un jour, on va combler ce creux. Surtout, c'est la fracture, ce qu'ils appellent de second degré. Alors, vous m'aidez, hein. Électronisme. Analphabétisme. Et oui, à un moment, il faut se former à n'importe quel âge. Alors, on va surtout parler aussi de nos petits. Hein. Alors, nos petits, on a l'impression qu'ils n'ont pas besoin d'être formés. Nos enfants, nos petits-enfants. N'empêche que, quand même, on peut peut-être les aider, hein, notamment en termes d'éthique. Mais n'empêche que, à l'heure actuelle, quel que soit l'âge, quelles que soient nos compétences, on ne sait pas faire. Moi, j'ai un collègue, il m'a dit, Yannick, venez m'aider, quoi. Pourtant, je n'ai pas été formé, mais je m'étais intéressé à ce genre d'outils. Venez m'aider, là, j'y arrive pas. Donc, je venais le voir, puis on tapait ensemble, là, je dis, vous faites ça, vous mettez votre code CISRA, tac, 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 tac. Voilà, c'est ça l'électronisme. C'est savoir utiliser les outils numériques. Ben, mon CISRA, c'est relativement simple, n'empêche que il faut savoir utiliser tout cet environnement-là. Donc voilà comme limite subjective que j'ai pu voir, mais aussi objective. Là, par contre, là, je vous parle du discours officiel de la fracture numérique. D'accord? Avant de parler de fracture sociale. Alors, en synthèse, vous voyez, j'ai bientôt fini, parce que notre temps est limité. Chronos est au-dessus de nous. C'est un outil intéressant à retenir. Hein. Il faut le garder. Hein. Alors, moi, je le déconseille aux premiers entretiens. Alors, vous devez vous imaginer pourquoi. Eh bien, en fait, l'HAS, je crois, j'ai pas relu, je crois aussi qu'il déconseille, je crois. Heureusement. Hein. Bah oui, s'assurer de la confidentialité. Le médecin qui a eu ce genre de choses, il n'avait pas bordé. Donc il est responsable. Hein. Ça pose quelques questions, en fait, cette téléconsultation. Et là, je parle de la partie médicale, le serment d'Hippocrate. Si on peut déposer la parole chez son médecin psychiatre, pourquoi? C'est parce qu'il y a le secret médical. Sinon, moi, je ne raconte rien au médecin. Je ne raconte rien à mon infirmier si je n'ai pas le secret. Bah oui. Faites des choses sérieuses en psychiatrie. Donc, il faut poser les limites, il faut poser les bords. Et bien ça, c'est quand même aux soignants de poser les bords. Voilà. Donc, ce que je vous disais, hein, là, on a parlé de téléconsultation avec mon expérience, l'expérience de mes collègues qui ne sont pas là, de médecins. Sachez que ça a été utilisé par des infirmiers. Donc, j'estime que ça peut s'appliquer à tous les soignants. Et je reviens sur le dernier terme, l'éthique. Et je voudrais vous montrer ça. Grâce à l'association hospitalière, j'ai eu la chance de rencontrer ce grand monsieur. Je l'ai fait exprès parce qu'il était plus jeune à l'époque, pour ceux qui le reconnaissent. Et alors, c'était un grand homme, à mon sens, là aussi c'est subjectif, un grand homme qui se mettait, on va dire, à la portée de tout le monde. J'ai eu la chance donc d'assister, grâce à l'association, à une conférence. J'ai même déjeuné avec lui.
il m'a traité, on va dire, j'étais un collègue. Donc moi, vous savez, je suis petit médecin psychiatre, quoi. Lui était professeur, génétique, je crois. Et lui, pour le coup, vous savez, on parle de mourir dans la dignité. Ben lui, il n'a pas mis en scène sa mort. Hein. Comme il, lui, avait une éthique, il n'a pas fait de sa mort un drame, parce qu'aujourd'hui, dans les années 2000, la mort est un drame. Non. Quand on parle d'anthropologie, la mort ne devrait pas être un drame. La mort, aujourd'hui, est un drame, parce qu'on est dans une société qui en fait un drame. Ça fait partie de la vie. Qu'elle soit douloureuse, oui. Oui, il n'en a pas fait un drame. Alors voilà ce qu'il a dit, ce gars-là. Encore importe-t-il que les citoyens, n'oubliez pas ce mot-là, désirent quelque chose, la notion de désir, hein, qu'ils fixent une finalité au progrès. J'allais rajouter, s'il était encore là, peut-être qu'on l'aurait invité, qui fixent une finalité au progrès puis à leur vie. Vous savez, on demande toujours maintenant, il y a ce qu'on appelle, il y a un nouveau métier depuis plusieurs années, ça s'appelle coach. Ben, les coachs, on vient leur demander, donnez-moi un conseil, dites-moi ce que je dois faire. En fait, c'est pas possible, ça. Il n'y a que nous qui pouvons nous fixer notre but. Hein. Celle d'une société, c'est pas moi qui le dis, je le fais exprès, là, plus juste, plus propice à l'épanouissement de vie authentiquement humaine. Ben, ce gars-là, lui, il a fait des innovations dans sa vie. Des profs de génétique. Alors, qui c'est? Bah ouais. Axel Kahn, quoi. Donc j'ai fait exprès... Et alors pourquoi j'ai choisi cette image? Parce que vous voyez qu'une vie, c'est pas la dernière image, en fait. C'est un chemin, c'est un marcheur. Je ne fais pas d'allusion politique, parce que lui, il était avant notre président. Hein. Mais lui, il marchait, et vous savez, il marchait, et les grands chercheurs, souvent, ils ont des idées quand ils marchent, en fait. C'est pas quand on est dans son bureau. Je regarde, Tariq, je fais attention. C'est souvent quand on marche qu'on a des idées. Et vous savez que lui, pendant un an, il a marché dans toute la France, Axel. Et c'est en 79. Et quand il venait nous rencontrer les gens, vous savez ce qu'il disait? Tout simplement, mon papa, il est mort. Il disait, mon père, il s'est suicidé. Et de là, il a donné un sens à sa vie, par l'éthique et puis par son métier. Et je trouve que c'est bien de parler de lui, parce que la psychiatrie, le suicide, le sens, voilà. Donc j'en ai terminé, je vais reprendre place, et puis j'espère que j'ai respecté le tempo, Tariq. Parfait. Merci. Bien. Merci beaucoup Yannick pour cette belle présentation, qui plus est dynamique. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonjour, déjà merci pour votre intervention. Moi, ce qui m'interroge, c'est dans la technologie, dans le soin, c'est que la technologie, c'est des ressources réelles, matérielles, terrestres, qui sont en train de diminuer grandement ces derniers temps. Et je crois que c'est important de mettre un bémol à ces technologies et d'essayer de trouver quelque chose d'un peu plus naturel. Et je pense que justement, comme Axel Kahn, trouver l'épanouissement dans la diversité. Et je crois que c'est important d'utiliser ces technologies dans ce cadre de pandémie, etc. Mais je crois vraiment aussi que c'est important de retrouver des choses un peu plus naturelles, parce que les ressources manquent véritablement aujourd'hui et c'est un véritable problème mondial. Et voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Merci. Juste, j'ai été sensible à ce que tu as dit sur la relation incarnée, l'importance du corps et par rapport au virtuel. J'ai pas dit incarné. Et oui, tu as dit. J'ai pas dit incarné, mais j'entends ton discours. Bon, on continue alors. Mais vas-y. Tu as raison. Et tu inventes un nouveau mot que je n'ai pas dit. C'est comme ça que je l'ai entendu en tout cas. Oui. Bon. Non,
j'ai fait exprès, vous savez pourquoi? Le corps. T'es à côté de moi. Tu réagis, hein? Non, alors je voudrais rebondir sur votre remarque, ma chère. Vous avez raison. Et je pense que là, il va falloir surtout qu'on s'interroge. Là, ça n'a rien à voir avec la psychiatrie. Oh, là aussi, j'ai eu la chance. Si. Ouais, j'en profite, je suis désolé. La semaine dernière, j'ai eu la chance d'être en formation management grâce à l'association. Avec un super prof de management. Et on n'a pas discuté que de management, on a discuté en fait de l'environnement. C'est un gars vachement optimiste, sauf sur ça. Donc qu'est-ce que vous allez faire, vous, pour ça? Moi, je sais pas. Hein. Vous avez pris le tramway? Moi, j'ai pris le tramway. Mais j'ai une voiture, hein. Professeur Chazal, est-ce que vous avez une petite remarque? Non, mais je suis super content que vous soyez là, c'est une belle surprise. Je suis coquin, mais je suis vraiment sincèrement content. Quand vous étiez dans l'amphithéâtre avec les 1000 étudiants du lundi matin, là, à chanter les victoires de l'AS Saint-Étienne ou de l'ASM Rugby, je vous parlais d'anthropologie et je pense qu'actuellement, et vous l'avez dit, on est dans une sorte de révolution. Le cerveau, il fonctionne, il y a une hiérarchisation des tâches du cerveau. Je ne sais plus, je disais hier, il reçoit, il analyse, il interprète, il encode, il stocke, il restitue, il transmet, il conceptualise. Bon, et quand on lisait un livre, on commençait par le chapitre 1, on terminait par le chapitre 50, il y avait le prologue, l'épilogue, voilà. Et aujourd'hui, avec le numérique, on peut commencer par le chapitre 27, continuer avec le chapitre 10. Il peut manquer des crédits pour passer d'une année à l'autre. Si ce sont les crédits les plus importants, ce n'est pas la qualité qui compte, c'est la quantité. Il vous manque 6 crédits, même s'ils sont les plus importants, vous pouvez passer. Donc, vous passez sans les bases. Voilà. Et je crois qu'on est en train de conformer des cerveaux nouveaux qui abandonnent à cause du numérique cette hiérarchisation du fonctionnement du cerveau. On peut commencer par le stockage, alors c'est difficile. Comme on n'a pas analysé, interprété, encodé, on stocke directement et on stocke dans la poche de son veston, dans l'iPhone. C'est la mémoire externalisée d'une certaine façon. Et je crois que c'est très compliqué. Je vois ça aujourd'hui avec la souffrance des enfants et des adolescents qui s'intègrent dans une société nouvelle qui est la leur et qui n'est pas la nôtre. Voilà, je voulais vous dire ça. Je prolonge un petit peu l'enseignement de l'anthropologie de l'époque, avec aujourd'hui des éléments nouveaux qui sont... je ne sais pas si on en a pris la mesure. Je ne crois pas. Je ne crois pas que nos dirigeants, en tout cas, en aient pris la mesure. Nous, peut-être, parce qu'on s'occupe de sciences humaines, on s'occupe aussi de sciences dures. On est convaincu que la science est importante et qu'il faut la diffuser, il faut la partager, mais tout le monde n'en est pas convaincu. Je parlais de scepticisme. Hier, je crois que le scepticisme est encore très présent et c'est un peu un danger.